Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce troisième et dernier webinaire de la formation langue et littérature française pour les enseignants de Bachibac que l'on vous propose, que l'Institut français d'Espagne vous propose cet automne. Avant de laisser tout de suite la parole à Laurence et Marion, je vous rappelle les petites informations habituelles. D'abord, c'est un webinaire enregistré. Vous pourrez retrouver la vidéo comme les deux précédentes sur le site de l'Institut français d'Espagne. Les deux premières vidéos sont déjà en ligne. Vous avez eu le lien dans le mail que je vous ai adressé ce matin. Donc voilà, je vois que vous avez déjà tous, enfin beaucoup d'entre vous en tout cas, ont allumé vos caméras. Merci. Ça permet comme ça de voir à qui on s'adresse. Et puis je vois aussi que vous êtes très disciplinés côté micro. Donc voilà, l'idée c'est juste de les laisser fermer lorsque vous ne prenez pas la parole pour éviter les petites perturbations sonores. Et puis, ben, vous avez toujours le chat à votre disposition pour vos remarques, vos questions. Voilà, et je ne vais pas être plus longue et je laisse la parole à nos deux formatrices. Merci. Merci Laure. Bonsoir à toutes et à tous pour ce troisième webinaire et dernier webinaire sur nos lectures sur notre programme de l'essai pour cette année scolaire et la suivante. Donc, nous allons procéder aujourd'hui d'une façon un petit peu différente pour essayer de faire en sorte que vous puissiez collaborer. C'était notre intention de vous faire participer davantage. Nous avions demandé nous avions proposé une petite activité. Nous remercions les participants, les professeurs qui nous ont envoyé des propositions par rapport à l'activité que nous avions demandé. Nous allons même pouvoir les exploiter. Donc, c'est parfait, c'est ce que nous souhaitions. Avant de commencer à partager la présentation et de vous expliquer ce que nous allons faire aujourd'hui, nous voulions réaliser un petit exercice brise-glace, même si ça fait déjà, c'est le troisième webinaire et qu'on connaît certains visages, qu'on se connaît un petit peu. Je crois que Laure allait partager un tableau, c'est cela, Laure? Tu veux expliquer, Marion, ce qu'on demande et commencer aussi? Bonsoir à tous. Alors, l'idée, c'est que ce soit un petit peu plus participatif que les précédents webinaires. Et donc, on va vous demander, si vous voulez bien, donc d'inscrire juste votre prénom et votre ville, puisque par la suite, vous serez amené à travailler. On va vous envoyer dans des salles par groupe en fonction du nombre, environ 8, pour que vous puissiez, en fait, travailler ensemble et commencer donc à vous connaître un petit peu plus, même si vous êtes à distance, que vous puissiez mutualiser en fait les travaux très riches que vous avez déjà commencé à nous partager. Donc l'idée, c'est vraiment de créer une espèce de synergie de groupe. Donc si vous pouvez, génial, je vois que vos noms commencent à s'afficher, extraordinaire. Donc, on a Barcelone, Tenerife. Bon, en fait, on voit qu'on a vraiment des gens de fou. Donc, de Lleida, de Madrid, de Cambrils, Albacete, Malaga, Manresa, Reus. On a vraiment de partout. Hein. OK. Donc, tout à l'heure, quand on va vous envoyer dans les salles, en fait, ce sera de façon totalement aléatoire. Donc, je ne sais pas si vous tomberez sur des gens qui sont dans votre zone géographique, mais même si ce n'est pas le cas, vous pouvez, grâce à Google Meet, ou essayer de mutualiser et de travailler en réseau. Hein. Ça permet d'aller en fait plus vite et plus loin. Bon, j'espère qu'on a oublié personne. Et vous avez vu quand même déjà qu'on a une sacrée richesse. Et merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Donc, nous allons commencer la présentation. Maintenant, je pense que tout le monde doit être à peu près connecté, tous ceux qui désirent. Donc, on peut peut-être partager le diaporama. Donc, nous avons répondu à vos désirs, comme de toute façon, c'était prévu, mais on a recentré, en fait, sur
plus les 2 œuvres vous voyez en mon lecture écran? obligatoire. C'est bon? Oui, vas-y. Ça y est, c'est bon. Donc on va travailler sur principalement l'essai et il y a quelques indications pour terminer si nous avons le temps et sinon vous l'aurez dans la présentation sur l'oral. Mais principalement, il s'agit de travailler donc sur l'essai. Voilà, je te laisse commencer, Marion. Donc, première petite mise au point, comme je pense que ça avait pu prêter à confusion dans le précédent webinaire, nous allons revenir sur la différence entre la rédaction et l'essai, qui présente à la fois des points communs pour la méthode, mais en même temps de vraies différences. Donc, on va faire une toute petite mise au point qui va être très rapide. Puis, nous allons vraiment travailler l'essai. Et en voyant d'abord que comme ce sont des essais sur 2 lectures obligatoires, le premier travail à faire avec les élèves, c'est qu'ils s'approprient les œuvres. Et pour cela, donc, nous avons sélectionné un certain nombre de textes stratégiques et nous avons commencé à vous proposer un exemplier clé en main que vous avez eu comme donc à mettre en perspective, à organiser un petit peu par thème pour que cela puisse servir de kit en fait pour les différents sujets d'essai possibles. Ensuite, petit rappel sur la méthodologie, puis sur la didactique aussi, comment lire les sujets, quel type d'activité on peut réaliser avec les élèves, et des pistes de correction sur 3 sujets d'essai que nous vous avons soumis, mais nous avons la chance d'avoir eu d'autres enseignants, enseignantes qui ont eu plein d'idées. Donc, c'est à ce moment-là que nous leur demanderons, s'ils le souhaitent, de partager leur écran pour que nous voyions encore d'autres sujets possibles et des pistes de correction qu'ils ont déjà en fait trouvées. Ensuite, nous vous proposerons donc peut-être un petit travail sur l'intégration des citations et puis surtout sur l'oral. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire parce que c'est un peu ambitieux en 2 heures, 2 heures et demie, mais en tout cas, vous aurez les documents sur le diaporama et vous pourrez en disposer comme bon vous semble. Voilà. Alors, moi, je voudrais juste ajouter une chose en ce qui concerne l'appropriation des œuvres, puisque nous avons 2 œuvres qui se ressemblent beaucoup, mais il y en a quand même une qui est beaucoup plus facile à aborder avec les élèves, c'est le texte de Éric Emmanuel Schmitt, et ensuite un texte plus long et plus compliqué certainement pour nos élèves, celui d'Émile Ajar, Romain Gary. Je pense qu'une bonne chose serait de peut-être leur demander de commencer par la lecture la plus facile, même si on ne va pas étudier ce texte dans son intégralité. On peut commencer par l'étude de la vie devant soi, mais ça n'empêche que les élèves aient pu lire le texte d'Éric Emmanuel Schmitt avant pour que ça un petit peu ça les mette en appétit par rapport au texte de Romain Gary. Voilà, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter avec les élèves et ça a bien fonctionné. Mais après, chacun est libre évidemment de commencer par le texte qui l'intéresse pour l'étude des sujets d'essai et pour travailler ces deux œuvres. Donc, nous avons ici la première activité qui vous est proposé pour mettre en relation les sujets de rédaction qui sont des sujets qui sont tombés à certaines sessions du Bachibac et pour les transformer en sujets d'essai. Alors, il s'agit ici d'un exercice qu'on demande de faire aux professeurs. Évidemment, ces exercices-là, ce ne sont pas les exercices que nous allons demander que nous allons proposer aux élèves. Si effectivement vous avez eu cette impression qu'il y avait une confusion entre rédaction et essai, mais le fait est que les sujets de rédaction ont été donnés sur ces œuvres et nous permettent d'inventer, d'imaginer des sujets d'essai sur lesquels nous pouvons faire travailler nos élèves. Donc, c'est le document que vous aviez concernant le passage donc, de la rédaction à l'essai.
Comment est-ce que tu veux qu'on procède, Marion? Est-ce que certains d'entre vous auraient des propositions à nous faire pour le sujet d'essai, pour le premier, donc la première proposition de rédaction? Pensez-vous que nous comprenons actuellement l'autorité des parents ou des plus âgés comme avant? Non? Bon. Est-ce que vous pensez que ce sujet peut être donné comme ça, tel quel, pour en fait le sujet d'essai? Vous pouvez écrire dans le chat si vous voulez pas prendre la parole. Moi, c'est que, excusez-moi, mais je ne vois pas clair entre. Je voudrais savoir d'abord comment faire la différence entre l'essai et la rédaction. Quelle serait la différence pour poser un sujet d'essai? Très bien. Alors, on peut passer du coup à la diapositive suivante où on fait le récapitulatif. Alors, peut-être qu'avant, pour que vous voyez quelle est la démarche, en fait, nous avons ici des sujets de rédaction. Et le premier, où vous avez déjà hein, le pronom « nous hein, », on demande l'opinion de l'élève, du candidat sur un sujet. Le sujet d'essai va porter sur les deux œuvres et il s'agit de mettre les deux œuvres en relation avec cette question de l'autorité des parents et des plus âgés. Donc, comment est-ce qu'on peut transformer ce sujet, qui est un sujet de rédaction, en sujet d'essai par rapport aux deux œuvres que nous avons? On a une proposition. Oui, bien sûr, on parle de nos romans de référence. Alors, on a une proposition dans le chat qui est la suivante. Merci beaucoup. Alors, pensez-vous, cette formule ne devrait pas apparaître dans l'essai? Exactement, puisque la différence entre la rédaction et l'essai réside d'une part sur le fait qu'on demande un avis personnel dans la rédaction et pas dans l'essai. Tout à fait. Ensuite, on a une proposition. En quoi la manière de comprendre les enseignements des adultes aide-t-elle à la métamorphose des protagonistes des deux œuvres du programme? Très bonne proposition, très riche. Elle semble un petit peu complexe pour, en fait, puisqu'elle mêle plusieurs sujets. Mais elle est très, très riche, cette proposition. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres propositions? Pas particulièrement. Donc, nous allons revenir peut-être sur la différence entre les deux. Récapitulatif. Est-ce qu'on peut passer sur la diapo peut-être qu'on avait préparée pour bien vous montrer les différences et puis on reviendra sur l'exercice pour appliquer en fait vraiment les différences entre la rédaction et l'essai. La suivante. Voilà, celle-ci. Voilà. Donc, mise au point. Donc, la rédaction comporte demande 250 mots. On y consacre au moins 1 heure et c'est une réponse personnelle, comme l'a bien suggéré la personne qui avait indiqué que pensez-vous ne devrait pas apparaître dans un sujet d'essai. Et elle est évaluée sur deux points. L'essai est plus long, 300 mots. On a 2 heures pour y répondre. Il porte sur les 2 œuvres en lecture obligatoire et il compte pour 5 points. Alors, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que pour la méthode, on a des méthodes qui peuvent être similaires, mais des différences qui portent d'une part sur la vie personnelle, sur la longueur, et puis également sur les exemples qui vont être exclusivement puisés dans les 2 œuvres en lecture obligatoire pour l'essai et qui vont donc pouvoir être préparés en amont par les enseignants, par vous et par vos élèves. Et très souvent, on constate que l'essai est plus réussi que la rédaction, puisque l'essai est préparé en classe, parfois ils retiennent des formules par cœur. Au niveau de l'expression et de la rédaction, c'est beaucoup plus réussi, parce qu'ils ont eu le temps de préparer vraiment avec vous. D'où l'intérêt
de bien le préparer, puisqu'ils sont pratiquement pas assurés d'avoir les 5 points, mais s'ils ont travaillé, en fait, ils vont gagner des points de façon certaine en préparant ce travail sur les 2 œuvres avec vous. Alors, sur l'essai, vous avez aussi le thème général qui est un thème qui met en lien les 2 œuvres. Ici, bon, la question de l'amitié intergénérationnelle. Cependant, il est intéressant de voir également d'autres thèmes parce que nous avons vu que lors de ces sessions antérieures, parfois, nous avons des sujets qui s'éloignent du thème qui met en lien les 2 œuvres. Il faut principalement se centrer sur ce thème et très souvent travailler en mettant par exemple ici l'amitié intergénérationnelle et voir quels sont les thèmes des deux textes qui peuvent être mis en relation avec cette question de l'amitié intergénérationnelle. Donc, en fait, il n'y a pas véritablement de surprise très grande au niveau de l'essai quant au sujet sur lequel auquel ils vont devoir réfléchir et sur lequel ils vont devoir composer. Alors que dans la rédaction, même si nous avions vu qu'il y a des sujets qui sont récurrents et c'est ça qui est intéressant de travailler, ce sont ces sujets récurrents, il peut y avoir quand même des sujets qui tombent et qui n'ont pas été, qui sont plus imprévisibles, on va dire. Alors, il se trouve que nous avons des sujets de rédaction parfois où on nous demande des références qui ne sont pas seulement des exemples pris de leur expérience, tirés de leur expérience, mais des exemples qui sont tirés de la littérature, de la culture en général, de l'art. Et donc, c'est ce qui rend un petit peu plus complexe peut-être la réalisation de cette rédaction. On va dire que l'essai est plus littéraire et la rédaction va porter sur des sujets, parfois des sujets de société, mais pas des sujets aussi, autant des sujets de réflexion. Alors, nous pouvons revenir peut-être au sujet précédent. Donc, on avait le deuxième sujet de rédaction, qui est un sujet de rédaction qui a été proposé lors d'une session. Romain Gary affirmait cette inhumaine situation qu'est la condition humaine. Est-ce que le manque d'affection peut produire cette inhumanité? Peut-on vivre sans amour? Donc là, nous avons un sujet de rédaction qui suivait un commentaire de texte de Romain Gary, justement, et un sujet donc, qui portait sur le manque d'affection, l'amour. Donc voilà, par rapport à nos œuvres, quel serait le sujet que nous pourrions proposer à nos élèves pour… Nous avons une proposition dans le chat. De quelle façon peut-on affirmer que le manque d'affection est le point de départ pour que les 2 momos découvrent l'amour? Nickel. Très bien. Est-ce qu'on a une autre proposition? Quel est le rapport? Ah oui, alors, ok. On avait une autre proposition pour le premier sujet, sur l'autorité. Quel est le rapport d'autorité établi par les adultes avec les 2 protagonistes plus jeunes des œuvres? En quoi se base-t-il? Super, là c'est parfait. Il est un peu dur, effectivement, mais c'est très bien. Autre sujet, dans quelle mesure le manque d'amour dans nos 2 œuvres conditionne-t-il la vie de nos protagonistes? De nos héros, on dirait plutôt, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Peut-être même pour le 3e sujet? L'amitié et l'amour se découvrent comme des sentiments essentiels dans le déroulement de 2 œuvres. Alors, quelles en sont les conséquences pour nos 2 protagonistes? Oui, c'est toujours l'idée de cette évolution qui est rendue possible par l'amour. Et puis, on a bien une distinction entre l'amitié et l'amour, puisque au début, il y a une relation d'amitié qui va se transformer en amour filial. On voit au fil des 2 œuvres. Il y a encore une autre proposition. Bon, on va vous proposer nos pistes à nous, mais bien sûr, ce ne sont que des suggestions et d'autres possibilités sont les bienvenues.
On peut peut-être montrer la deuxième diapositive. La deuxième diapositive, oui. Alors, ce qui me semble aussi intéressant, c'est que vous formulez des sujets assez longs dans leur expression, et je trouve que c'est bien parce que nous avons parfois des sujets effectivement il y a plusieurs questions qui s'enchaînent, et c'est bien préparer les élèves à ce qui peut les attendre le jour de l'examen, et pas seulement une seule question, parce que c'est vrai qu'on est passé de sujets qui pouvaient être proposés de façon assez synthétique, une question, à des sujets qui sont de plus en plus longs et étoffés dans leur présentation. Donc voilà. Alors, nous reviendrons dessus, mais les deux types de sujets présentent des difficultés différentes. Donc, parfois, une question très synthétique et peut être interprétée de différentes façons, et c'est ça qu'il va falloir réussir à faire, ou une question longue et en plusieurs parties et développée va donner plus d'indices. Donc, la difficulté, ce sera de n'oublier aucune partie de la question quand elle est longue, mais on sera guidé. Et quand la question est plus synthétique, ce sera de voir l'implicite du sujet. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il y ait une appropriation personnelle des deux œuvres par les élèves. Alors, en ce qui concerne, avant de commenter les sujets, l'ADC proposé, ce à quoi nous avons réfléchi et ce que nous pouvons vous montrer, pour la question de la méthodologie et de voir la façon dont les sujets sont proposés de façon plus ou moins synthétique, plus ou moins longue, il peut être intéressant de voir avec les élèves des sujets d'essai qui ne sont pas sur les œuvres au programme, mais pour qu'ils voient bien quel genre de questions peuvent tomber, pour ne travailler que sur la méthodologie. Ça peut être un exercice intéressant. Ils n'ont pas à faire l'essai, bien entendu, ce ne sont pas les lectures qui sont au programme et qui sont obligatoires, mais de réfléchir à la façon dont les sujets sont proposés, de voir quel type de questions peuvent tomber. Donc, pensez-vous que nous comprenons actuellement l'autorité des parents et des plus âgés comme avant? Eh bien, voilà, nous vous proposons la question. Madame Rosa et Monsieur Ibrahim font-ils figure d'autorité pour les deux héros? Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur votre connaissance des deux œuvres au programme. Donc, un sujet qui est court, dont la question est courte et lisible à la première lecture, et nous avons cette question de l'autorité qui figurait déjà dans le sujet de rédaction et que nous retrouvons. C'est un sujet qui peut être traité dans les deux œuvres, bien entendu. Je te laisse commenter le deuxième, si tu veux, Marie. Bon, en fait, c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait avoir plusieurs formulations qui reprennent les mêmes thèmes. Donc, pour le sujet tiré de la citation de Romain Gary affirmait cette inhumaine situation qu'est la condition humaine. Est-ce que le manque d'affection peut produire cette inhumanité? Peut-on vivre sans amour? Donc là, on peut reprendre la deuxième partie du sujet, peut-on vivre sans amour, pour parler justement de ces deux romans qui montrent à quel point l'évolution des personnages dépend de l'amour qu'ils doivent trouver en fait auprès de remplaçants de leurs parents. Ensuite, donc on a toujours cette idée-là formulée autrement. En quoi l'amitié qui unit les deux personnages est-elle indispensable à leur évolution? Donc ici, on vous a formulé la question ce sont deux questions de type différent. Une question qui est une question totale, à laquelle on répond par oui ou par non, qui implique un plan dialectique, comme on le verra après, ou bien une question partielle, en quoi l'amitié? Et dans ce cas-là, il va falloir développer un plan thématique, pour revenir sur la méthode. Ensuite, ici, quel rôle joue le fait de ne pas avoir de vraie famille sur les deux héros, ou comment les héros parviennent-ils à surmonter leurs tristes conditions? On a une reformulation du sujet qui est plus guidée pour la première question et moins guidée pour la deuxième, avec
une formulation, leur triste condition qui prête un peu à confusion, qu'il faudrait vraiment interpréter, qui est un peu plus résistante. Et donc là, dans ce deuxième cas, la lecture du sujet et des mots-clés va être vraiment indispensable pour pouvoir bien répondre à cette question-là. Dans chacun des sujets proposés, là, même si dans certains, le mot amitié ou le mot amour n'apparaît pas, il y a derrière cette question de l'amitié ou de l'amour intergénérationnel, même dans le premier, avec cette question d'autorité, hein, mais ici on est dans un rapport d'amour, dans un rapport d'amitié entre l'enfant et Madame Rosa d'un côté, Monsieur Ibrahim de l'autre, et cette question d'autorité, elle passe par leur relation d'amitié, d'amour. Donc on a tous ces sujets en fait sont rattachés véritablement au thème qui nous est proposé cette année avec ces deux œuvres. On peut continuer? Oui, nous continuons. Pardon. Alors, donc là, ce que Marion commentait précédemment, hein, les différences entre la rédaction et l'essai. Donc, afin d'arriver à cet exercice de l'essai qui est, comme le disait Marion, difficile, mais finalement assez prévisible, donc plus facile à réaliser que certains sujets de rédaction, parfois, nous avons le sujet proposé et ensuite nous avons des consignes qui concernent la forme. Hein. On ne tiendra pas compte de possibles citations littérales des textes étudiés. Donc, ça, c'est pour compter les mots. Hein. Et n'oubliez pas de rédiger une introduction, le développement de votre sujet, une conclusion et de justifier vos affirmations. Donc, nous sommes bien dans une structure bien précise et également de l'argumentation. Hein, donc, il s'agit bien d'un exercice d'argumentation et où il est important que le travail soit bien structuré, pas seulement d'ailleurs entre introduction, développement et conclusion, mais que le développement lui-même soit bien structuré par les deux plans dialectiques, hein, par exemple. Et bien entendu, une connaissance des œuvres qui leur permettent de traiter tous les sujets. Donc, nous savons que lorsque la lecture des œuvres est courte, nos élèves les lisent en entier. Ce sera le cas pour le texte de Éric Emmanuel Schmitt. Le texte de Romain Gary est plus difficile, donc il faut vraiment les accompagner dans la lecture pour ne pas les perdre, et puis réaliser des exercices tout au long de l'étude des deux œuvres pour vraiment qu'ils s'approprient l'œuvre et qu'ils manipulent véritablement le livre, même physiquement. Et il peut être bon, une fois que la lecture intégrale a été terminée, de revenir et de faire des exercices, même qui peuvent être des exercices ludiques, hein, pour leur demander de revenir sur l'histoire, sur les personnages, sur certains détails qui sont en relation avec ce thème-là de l'amitié intergénérationnelle, ou des thèmes qui peuvent se rattacher à ce thème-là. Par exemple, comme exercice, de prendre des passages où le début de certains chapitres, pas tous, enfin chapitres, justement les parties ne sont pas numérotées, mais on peut demander aux élèves de le faire pour s'y retrouver, de prendre le début de 5 ou 6 chapitres et de leur demander de les mettre dans l'ordre, par exemple, en revenant sur l'histoire. C'est un exercice qui peut se pratiquer à l'oral et qui permet de sans cesse revenir sur l'histoire et sur les personnages, sur ce qui se passe. Donc, la principale difficulté, évidemment, c'est le hors-sujet. C'est pour ça que l'analyse du sujet est fondamentale.
Et c'est pénalisé, hein, évidemment, dans la notation de l'essai. Un essai qui est hors sujet ne peut pas obtenir la moyenne sur 5. Et également de rester trop dans le vague, hein, manquer de précision, ne pas être capable de justifier les arguments par des exemples précis, soit de situations ou bien par des citations. Donc, ce sont les deux principaux écueils auxquels sont confrontés nos élèves. Il y a un dernier écueil, c'est l'oubli. Par exemple, quand les sujets sont longs comme vous les avez proposés, effectivement, plus le sujet est long, plus on risque d'oublier une partie, sachant que la réponse est quand même très courte. Donc, il faut apprendre à être efficace dans la rédaction. On peut passer à la suite? Oui. Alors, bon, nous avions… je les mets tous, hein, Marion. Voilà. Les sujets que nous vous avions proposés l'année dernière concernant les 2 œuvres. Et nous en avions abordé 2. Et nous allons donner des pistes pour 3 sujets croisés complémentaires. Donc, je ne sais pas si vous avez pu exploiter ces sujets et les tester auprès de vos élèves. Ça peut être si vous aviez assisté à la première formation, est-ce que certaines d'entre vous ont pu travailler à l'un de ces sujets et peuvent nous donner leur… Virginia, peut-être que ce que vous nous avez soumis comme travail, c'est justement un travail sur l'un des sujets là. Oui. Peut-on dire dans les 2 œuvres au programme que l'humour est la politesse du désespoir et sur la tonalité comique? Est-ce que vous voulez bien partager votre écran peut-être maintenant? Oui, d'accord. Super. Donc votre collègue a fait un travail extraordinaire. Elle a choisi 2 textes avec des questions et qui sont donc une matière première précieuse pour répondre au sujet de rédaction, au sujet, pardon, d'essai. OK. Donc, je vous laisse présenter votre travail. D'accord. On voit l'écran? Oui, moi je le vois. D'accord. OK. Donc, nous avons un premier sujet d'essai croisé. Pourquoi les auteurs des 2 œuvres obligatoires, et on les cite avec leur auteur, choisissent-ils la tonalité comique? Serait-ce l'humour, la politesse du désespoir? D'accord? Donc, je leur facilite des pistes. D'abord, les 4 types de comiques. Alors, comme l'année précédente, quand ils étaient en première année de Bachibac, on a étudié l'avare de Molière. On a bien travaillé les différents types de comiques. Donc, pour eux, c'était quelque chose de connu. D'accord? Comique de situation, de gestes, de mots et de caractères. Et la deuxième piste, donc, ils doivent d'abord essayer de retrouver ce type de comique dans les 2 œuvres, d'accord, à travers des citations, à travers les personnages, à travers des événements, d'accord, en faisant référence à certains événements. Et puis, la deuxième piste, c'est expliquer pourquoi l'auteur choisit ce comique, d'accord? Alors, d'abord, pour présenter des personnages humiliés dans des situations désespérées de façon plus adoucie, moins aigre, d'accord? Ensuite, pour rendre supportable l'insupportable pour les personnages, pour nos héros, d'accord? Eux-mêmes font usage de cette ironie, de ce comique parfois ironique, mais aussi pour les lecteurs, évidemment, même si l'œuvre de La vie devant soi est assez dure à la fin, d'accord? Pour eux, ok? Et ensuite, c'est une façon de traiter certains thèmes qui sont traités de façon plus transversale, comme la prostitution, les drogues ou encore les abandons, de façon de nouveau moins abrupte, d'accord, plus douce, de façon plus nuancée. Et le fait de traiter ces thèmes transversaux qui sont assez graves avec un certain humour,
annonce déjà un certain espoir, d'accord? Annonce déjà une évolution dans ce voyage initiatique qu'entreprend les deux héros, une évolution vers une situation plus positive, moins désespérée, grâce à cette amitié avec Monsieur Ibrahim ou Madame Rosa dans les deux cas, d'accord? Donc, de toute façon, ce que personnellement je fais, c'est travailler plusieurs extraits avant de passer à l'essai argumentatif. D'accord? On travaille plusieurs extraits de l'œuvre, des extraits que je choisis. Avec ces extraits, on travaille des questions de littérature. C'est une façon aussi de travailler le commentaire littéraire. Et je passe, avant d'arriver à l'essai, je passe aussi par la rédaction. D'accord? Parce que l'essai, en effet, demande plus de mots, demande un fil conducteur beaucoup plus argumenté et demande la mémorisation de certaines citations. Donc, ils ont besoin de ces extraits. D'accord? Alors là, j'ai choisi l'extrait du sourire. D'accord? Donc, lorsque Monsieur Ibrahim démontre à Momo que sourire, ce n'est pas pour les gens heureux, ce n'est pas pour les gens riches aussi, mais c'est ce qui permet d'être heureux et d'arriver à avoir les choses que tu veux dans la vie, d'accord? Et Momo découvre cette arme, non, avec laquelle il mitraille tout le monde, qui fonctionne avec tout le monde, sauf avec son père, d'accord? Sauf avec son père. Donc là, nous avons l'extrait et les questions, d'accord? Donc, les questions... Je peux juste me permettre une intervention, oui. Virginia? Oui, en oui, fait, bien cet sûr, extrait, il est un petit peu long, mais vous pouvez le théâtraliser. Et donc, oui. tout de suite, l'humour, même s'il ne l'avait peut-être pas perçu tant que ça à la lecture silencieuse, quand ils vont le mettre en scène, d'un coup, ça va être évident. La formule blanc, sourire, blanc, sourire. Elle est vraiment hyper efficace, quoi. Oui, 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 d'accord. Donc là, il y a les questions avec, bon, d'abord, ils le font, on le commente en cours, ils le terminent à la maison, puis on commente les réponses le jour suivant, le jour d'après, et je leur donne une proposition de réponse parce qu'évidemment, le commentaire littéraire est toujours ouvert à d'autres possibilités, d'accord? Avec les 70 mots, avec les citations, d'accord? Et une fois que, de nouveau, voilà, ici, l'analyse de la situation tragique-comique, donc c'est nécessaire, avant de commencer directement avec l'essai, l'élève a besoin de travailler différents extraits, de travailler des rédactions, parce que sinon, pour eux, je pense que c'est trop compliqué, d'accord? Et l'extrait de La vie devant soi, c'est lorsque il parle avec, lorsque Momo parle avec son copain Maout sur les moyens anticonceptifs, d'accord? On a de nouveau l'allusion aux nazis ici, ok? Et de nouveau, voilà, on a les questions avec les propositions de réponse. Ici, je mets beaucoup de questions parce que ce qui m'intéresse, c'est que l'extrait soit bien travaillé, bien compris, d'accord? Et puis l'image que j'avais mis en relation, c'est celle du Petit Prince, où le renard demande au Petit Prince de l'apprivoiser. Je pense que c'était un peu dans ce sens-là. On le voit très bien dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, lorsque Momo demande à Monsieur Ibrahim, c'est quand que tu m'adoptes? D'accord? Donc, c'est un peu dans ce sens-là. OK? Voilà, je ne sais pas si vous voulez savoir quelque chose de plus. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce travail très riche et très complet et qui permet effectivement d'envisager le sujet d'essai de façon nourrie et étayée. Voilà. Okay. Moi, petite remarque, il y avait une autre collègue qui avait proposé un sujet qui ressemble un peu, mais tourné différemment. Dans quelle mesure les deux œuvres peuvent être considérées comme des romans d'apprentissage? Oui. Donc, c'est l'idée de parcours initiatique qu'on retrouve, et puis ce parcours initiatique qui va jusqu'à la résilience, notamment dans le cas de Éric Emmanuel Schmitt
puisque on reviendra dessus, mais il arrive à passer à l'âge adulte. Et il y a vraiment il y a une ellipse temporelle qui montre à quel point, en fait, grâce à Monsieur Ibrahim, il s'en est sorti. Ce qui permet de ne pas rester sur le désespoir initial, en fait. Hein. Et on a le même mouvement dans La vie devant soi, avec finalement le passage par le cinéma, donc qui sauve en fait le Momo de Émile Ajar, même s'il y a le décès des deux parents de substitution, et un décès tragique vraiment pour Madame Rosa. En fait, on a tout un parcours qui fait que ce serait une erreur de vraiment passer à côté la tonalité humoristique comme politesse du désespoir. Cette expression, je pense qu'elle est assez clé. Elle est vraiment... elle est pile poil dans la démarche cathartique de ces textes qui abordent des sujets extrêmement graves, en fait. Ouais, moi, je pense que là, il y a un thème qu'il faut exploiter, sur lequel il faut faire réfléchir nos élèves. Cette question-là, on parle de catharsis, d'évolution, de métamorphose, de roman d'apprentissage. Je pense que ça, c'est un sujet qu'il faut traiter d'une façon ou d'une autre, mais il faut les faire travailler sur cette question. Et si c'est vrai évidemment, c'est peut-être plus évident pour le texte de Éric Emmanuel Schmitt, mais bon, on a le texte de Romain Gary qui s'appelle La vie devant soi. Et d'ailleurs, il y a un passage où on nous explique pourquoi de ce titre, hein, justement avec dans un des dialogues. Et je pense que c'est un sujet dont on ne peut pas faire l'économie. Hein, celui de l'évolution, de la métamorphose. Je vais revenir à la présentation. Après, je reviens juste sur un sujet que vous nous avez proposé également, l'abandon et le mépris. Je pense que c'est un sujet qu'il est intéressant de traiter en début de parcours, parce que si vous vous arrêtez juste à l'abandon et au mépris, en fait, vous ratez la fin, justement, cette idée d'initiation, d'évolution positive à partir d'abandon extrêmement douloureux. Donc, cette idée d'abandon et de mépris, elle est effectivement très importante à traiter, mais en montrant que les deux romans ne s'arrêtent pas à l'abandon et au mépris, en montrant qu'ils permettent de les dépasser et à quel point l'écriture est sans doute une des armes, de même que le sourire, hein, ou le partage avec le lecteur, est une des armes les plus efficaces contre le désespoir. Alors ensuite, il y a un des sujets qui nous a été proposé aussi, qui parlait des rapports que Moïse et Momo Mohamed entretiennent avec Monsieur Ibrahim d'un côté et Madame Rosa, et où il y avait ensuite la question de que s'apporte-t-il réciproquement. Donc effectivement, je pense que c'est un sujet aussi qui est intéressant, puisqu'il nous amène à parler des rapports entre les jeunes adolescents, les enfants et les personnes, M. Ibrahim et Mme Rosa. Donc c'est un sujet aussi qui est tout à fait un sujet qui pourrait être proposé le jour de l'examen. Il faut vraiment travailler sur les relations entre les deux personnages, et dans La vie devant soi, entre Madame Rosa et Momo Mohamed, mais pas seulement, parce qu'il y a quand même une foule de personnages, et il y a d'autres personnages qui jouent un rôle aussi très important, qui sont aussi des personnages d'un certain âge. Hein. On a Monsieur Hamil, le docteur Katz, on a d'autres personnages qui sont des personnages qui sont plus jeunes, mais Nadine, par exemple, hein, Madame Lola, il est important de les faire travailler sur le rapport qu'entretiennent ces personnages pour pouvoir traiter un sujet de ce type. Et finalement, je crois que le dernier, alors je ne sais pas si on n'a pas commenté le dernier, tu l'as sous les yeux, Marion ?
Le dernier, on a dit le Il y avait également un sujet sur la religion. Ah oui, sur la religion, voilà. Donc ça aussi, même si ça peut sembler être un sujet qui est un peu plus éloigné peut-être de cette question de l'amitié intergénérationnelle, il n'est pas du tout à exclure que nous ayons un sujet qui traite de la religion, bien entendu, qui est au cœur de la question du rapport entre ces personnages. Quelqu'un qui nous précise la religion comme respect de l'autre. Oui, on le verra sous l'angle de la tolérance également. Tout à fait. Donc, alors, ensuite, nous avions, je vais peut-être passer sur les diapositives assez rapidement pour arriver à l'exercice. Marion, on reviendra sur toutes les citations que nous avons extraites et choisies concernant Éric Emmanuel Schmitt et Émile Ajar en fonction des thèmes. Et nous voulions justement vous proposer un exercice à partir des citations pour dégager des axes de lecture. Donc, c'était dans le document qui vous a été proposé, envoyé ce matin par Laure, il y avait deux activités. La première que nous avons déjà faite et la deuxième avec un tableau. Donc, ensuite, nous laisserons toutes les citations, on en avait beaucoup. Donc, vous pourrez nous reviendrons sur ces citations. Il y a un code de couleur qui aussi permet de dégager les différents thèmes, un petit peu comme ce que nous avions fait à la rédaction. Et alors là, nous avons... Alors, voilà. Donc, si on peut mettre en place l'activité numéro 2 maintenant, alors, avec le tableau. Oui, si tu veux, oui. Mais... Alors, moi, je ne propose pas le tableau maintenant parce que le tableau, en fait, il est corrigé dans notre présentation. Donc, il faut travailler à partir du document que nous vous avons envoyé, où, en fait, il y a un tableau avec à deux colonnes. D'un côté, la colonne de gauche, les axes de lecture qui sont les axes à découvrir. Et ensuite, les citations avec les citations de Monsieur Ibrahim et des citations de La vie devant soi. Donc, c'est là que nous voudrions vous proposer de travailler en groupe pour mettre en perspective les exemples et les axes de lecture. Tu peux peut-être expliquer, Marion, le pourquoi aussi de cet exercice, parce qu'il y a une partie que vous n'allez pas faire, mais que nous pouvons commenter ensuite, celle de l'explication, si tu veux. Oui, alors en fait, l'intérêt de l'exercice que nous vous proposons est de prendre de la distance avec le texte, de retenir des exemples qui soient mobilisables, en fait, de préparer une sorte de kit pour l'essai. Donc, dans la première colonne, on vous propose des axes de lecture qui sont des thèmes, en fait. La famille, l'amour, l'amitié. Ensuite, on avait le parcours initiatique, le silence, les transgressions, l'humour et les religions, justement. C'est le document que vous avez eu, que Laure vous a envoyé. Et dans la deuxième colonne, ce qu'on vous propose de faire, c'est de sélectionner un certain nombre de citations, peut-être 2 par œuvre. Et puis, la troisième colonne est une explication, c'est-à-dire qu'il va falloir expliquer quels sont les éléments de la citation qui vous semblent évoquer la famille et sous quel angle, en fait, la famille. Est-ce que c'est, par exemple, la famille sous l'angle de l'abandon ou de la défaillance du parent, ou bien, au contraire, sous l'angle de la construction et de la reconstruction de soi avec l'adoption, par exemple, par le parent de substitution. Donc, ce document-là, en fait, on va vous envoyer donc là dans 10 salles différentes de façon aléatoire. Il va falloir que dans chaque groupe, vous désigniez
un maître du temps, puisque vous allez travailler pendant 10 minutes, et puis un rapporteur, c'est-à-dire quelqu'un qui note les citations en fonction des thèmes qui vous sont proposés. Si vous ne les avez pas, les thèmes, donc on vient de vous les renvoyer, je pense, Mélodie vient de vous les renvoyer sur le chat. Il vous suffit de prendre une feuille de papier et de noter. Sur les axes de lecture, on avait un premier thème qui était la famille, un deuxième, l'amour, l'amitié, ou l'amitié, l'amour, un troisième, le parcours initiatique, ou la catharsis, un quatrième, le silence, un cinquième, les transgressions, et puis l'humour et la sagesse, et enfin, le dernier thème, les religions. Donc, ce tableau va nous permettre de vraiment balayer tous les thèmes et de faire le lien entre les deux œuvres et de retenir en même temps des citations courtes et efficaces. Donc là, nous allons vous envoyer donc, dans les salles. De façon aléatoire, vous allez voir qu'au bout de 10 minutes, nous allons fermer les salles et vous allez revenir automatiquement à la visio de départ. Ne vous inquiétez pas, il faut juste éviter de vous déconnecter de la session Zoom sur laquelle vous êtes connecté. Alors, ça fait un peu bizarre, on a l'impression de disparaître de la circulation, mais vous allez vous retrouver à 8, vous n'êtes pas seul. Donc, vous allez vous retrouver avec des collègues. Laissez vos caméras, s'il vous plaît. Ça vous facilitera la communication. Et là, vous remettrez bien vos micros. Et il faudra en premier que quelqu'un se charge d'être le maître du temps, 10 minutes. Et deuxième chose, qui est au moins un rapporteur. Ou peut-être, comme il y a plusieurs thèmes, 2 rapporteurs si vous voulez vous organiser ainsi. On vous envoie dans les salles? Je ferme les salles, on va se retrouver tous ensemble. Bonsoir. J'espère que cette réunion virtuelle ne vous a pas trop perturbé et que vous avez réussi à mettre en commun. Oui. Donc l'idée c'était que vous désigniez, vous choisissiez en fait un rapporteur ou quelqu'un qui puisse faire la synthèse. Si vous n'avez pas fait, c'est pas grave, ça va se faire spontanément. Je pense que tout le monde a dû réintégrer la session principale. Je ferme les salles et nous allons mettre en commun, voir ce que cela a donné. Donc, est-ce que quelqu'un qui était dans la salle 1 pourrait nous dire en fait ce que vous avez réussi à mettre en commun? Oui, je crois que c'était notre salle, non? Peut-être. Oui, donc, est-ce que vous voulez prendre la parole, Abel? Oui, bien sûr. On a commencé à lire les citations de M. Ibrahim et les fleurs du Coran. On n'a même pas eu le temps d'arriver à les citations de la vie de François. Excusez-moi 2 petites minutes. Est-ce que tout le monde peut couper son micro, sauf Abel, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Lola. Merci, Laïla. Merci. D'accord, oui, non. Basiquement, on a trouvé intéressant vraiment toutes les citations et alors tout le long des narrations des 2 romans, c'est vrai qu'on peut les distribuer dans ces 7 sujets. Alors, on pense que c'est intéressant de suivre cette méthodologie pour, disons, développer les sujets au fur et à mesure qu'on lit les romans. Alors, vraiment, on a seulement fait, je crois, une dizaine de citations. Par exemple, la première, à 13 ans, j'ai cassé mon cochon et je suis allé voir les putes. Ça, par exemple, je crois qu'on a dit qui peut être relié avec la transgression. Mon père l'avait choisi, cette relation unique, c'est la famille. Alors, fils d'un avocat sans affaires et sans femme, c'est aussi la famille, mais parfois, il y a des citations qui peuvent être reliées avec plus d'un sujet, non? Puisque j'étais déjà soupçonné de voler, autant le faire. Ça, c'est aussi de la transgression. 200 francs, c'était le prix de l'âge d'homme. Ça, c'est peut-être le parcours initiatique.
Alors, lorsque j'ai commencé à voler mon père, je me suis mise à voler Monsieur Ibrahim. Ça, c'est aussi de la transgression. Alors, par exemple, dans Alors, celle-ci, juste une oui. petite précision. Par exemple, la dernière citation que vous venez de choisir, qui Mhm. effectivement relève du vol et de la transgression, ce qui est intéressant ici, c'est d'aller plus loin et de voir que la mise en relation du père et de Monsieur Ibrahim sont déjà une première étape vers l'adoption future. Mhm. Donc, c'est l'un des premiers moments où Monsieur Ibrahim, même si c'est justement pour être volé, prend la place du père. Et on va avoir de façon récurrente, comme ça, des moments où quand le père est défaillant, notamment au moment où il parle de la religion, par exemple, et ou au moment où il parle du sourire aussi, et quand le père, au lieu d'être sensible au sourire de son fils, lui dit bah, « tu as besoin d'un appareil dentaire », à ce moment-là, la nuit, c'est la première fois, le narrateur dit qu'à partir de ce moment-là, quand son père était couché, il allait rendre visite à Monsieur Ibrahim la nuit. Et donc, on voit comme ça, on pourrait faire une sorte de baromètre ou d'échelle d'apprivoisement où il passe finalement de l'amitié à l'amour filial. Et cette citation que vous avez choisie, justement, elle est intéressante parce que effectivement, elle montre une transgression avec le vol, mais ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est d'aller plus loin et de montrer le parallèle qui est fait entre le père et Monsieur Ibrahim et de voir la trajectoire, l'évolution que dessine cette première marche. Mhm. Donc ça, Certainement. ce qui est intéressant, quand vous faites le travail avec les élèves et que vous les mettez par exemple en petits groupes comme nous l'avons fait, c'est qu'ils négocient dans quelle case ils mettent la citation. Parce que à partir du moment où ils discutent entre eux, on est dans l'appropriation de l'œuvre et l'interprétation. Et c'est ce qui fait que ça va leur rester. Et qu'ils vont être capables d'opérer en fait un transfert ou enfin, de réinvestir la citation à l'occasion de n'importe quel sujet. Parce qu'ils l'auront réellement comprise. Non seulement ils la mémorisent, mais ils se l'approprient. Et ils la mettent en perspective. Et ce travail qui a l'air d'être très basique, en fait, quand il se réalise en collaboration, d'une part, il est plus efficace, il marque plus, pour notamment les élèves qui auraient une mémoire kinesthésique ou qui sont plus dans le relationnel, ça va vraiment rester et ce sera plus facile pour eux de le réinvestir. Non, c'est vraiment très utile. Et moi, personnellement, je vous remercie parce que le fait d'avoir les citations déjà comme ça, c'est une opportunité pour vraiment faire ça, par exemple. Je suis en train maintenant de travailler avec la vie de François. Je vais travailler le deuxième trimestre avec M. Ibrahim et les fleurs du Coran, mais c'est vrai que parfois, quand on lit en classe, on y passe. C'est-à-dire, on commente en général les scènes, les chapitres, les sujets, mais si on a déjà disons, les citations, c'est vrai que les élèves peuvent peut-être les assimiler d'une façon plus efficace. Oui. Et l'idée, c'est que vous fassiez avec les élèves le même travail, c'est-à-dire que vous les mettez en groupe, ils négocient, ils ont un temps, mais il faut qu'il y ait dans chaque groupe un rapporteur, un maître du temps ou un secrétaire, enfin peu importe comment qui désigne, entre eux, ils choisissent qui va prendre la parole, qui va être le maître du temps. Et une fois qu'ils ont fait passer leurs 10 minutes, vous pouvez le faire thème par thème, hein, si c'est plus, pour pas que ce soit trop compliqué, et où chaque table a un thème. Et ensuite, il y a une mise en commun. Et quand se fait la mise en commun, si vous mettez deux groupes qui travaillent sur la famille, peut-être n'auront-ils pas sélectionné les mêmes citations. Et là encore, on va avoir un travail d'interprétation et de mémorisation qui se fait. Parce qu'une question, dans l'essai, pardon, ça c'est bien de citer l'œuvre directement. Oui, il faut citer l'œuvre directement, mais en expliquant pourquoi on la cite. Et il faut sélectionner des passages relativement courts, puisque même si les citations ne sont pas comptabilisées dans le décompte des mots, en fait, ces citations, elles sont des supports de réflexion qui permettent de nourrir, en fait, la compréhension du sujet également. D'accord. On ne peut pas, dans l'essai, on ne peut pas réfléchir sans faire référence aux œuvres. Merci. D'accord. Voilà.
On peut peut-être donner la parole à un autre groupe dans la salle 2. Je ne sais pas qui était dans la salle 2. Alors, salle 3, si vous voulez. Super. On a trouvé. Alors, on a commencé aussi à lire les citations, mais bon, c'était quand même, il y en avait beaucoup, c'était très long. Donc, en fait, on est allé ensuite sur l'identification des thématiques par rapport au tableau qui nous avait été envoyé. Et donc, l'exemplier, clé en main. OK? Donc, la première, fils d'un avocat sans affaires et sans femme, ça serait la famille. Ensuite, deuxième, le monde des adultes s'était fissuré, amour et amitié. Oui? Oui, c'est compréhensible. Oui, on entend bien et on est tout à fait d'accord. Ok, ensuite, quand je disais papa à Monsieur Ibrahim, j'avais le cœur qui riait, famille, amour. Oui, mais là, on est déjà dans le parcours initiatique, dans la catharsis. Alors, le deuxième intitulé pour le parcours initiatique, c'était la catharsis, ou la résilience, si vous voulez, peu importe le mot que vous utilisez, puisqu'on a déjà la transformation en quelque chose de positif. D'accord. On a un élément supplémentaire. Après, votre interprétation est juste. L'idée est de nourrir également les autres thématiques pour pouvoir aller plus loin. Mais bien sûr que le thème de la famille est présent. Ensuite, la page suivante. Donc, alors là, évidemment, il y avait une phrase, parfois on se regardait en silence et on avait peur ensemble. Donc, c'est le thème du silence. Ensuite, à 13 ans, déjà, c'est Abel, non, qui avant a fait référence dans les citations de l'autre document. À 13 ans, j'ai cassé mon cochon, je suis allée voir les putes. Donc, tout ça, c'est la transgression. Ensuite, le paradis est ouvert à tous. Ce serait la sagesse. Oui, on a de l'humour aussi, parce que la rue de paradis, évidemment, il y a un jeu de mots. Et le paradis, c'est les prostituées. Donc, c'est assez drôle, en fait. Et là, il faut vraiment expliquer. Vous avez la citation qui est super courte. Le paradis est ouvert à tous. Et les élèves ont besoin, pour vraiment mobiliser cette citation, on explique la rue de paradis avec le jeu de mots et on va vers l'humour en nourrissant cette explication. Et c'est très simple à retenir et c'est hyper drôle. D'autant plus que ce que vous avez suggéré tout à l'heure pour la transgression, effectivement, mais j'ai cassé mon cochon et je suis allée voir les putes, c'est aussi une demande d'amour. Donc, est-ce qu'on le met dans la transgression parce qu'on reste moralisateur et dans une société dans laquelle, justement, les prostituées sont condamnées, alors que ce n'est pas le cas dans les deux romans, même si ça peut être le cas dans la vraie vie, ou est-ce qu'on accepte cette vision du monde par-delà bien et mal, où finalement on prend l'amour où il se trouve? Oui, oui, les deux, je pense, parce que justement, la force de l'amour, c'est que justement, il va au-delà de la transgression ou de ce qui est considéré comme la société par une transgression. Au-delà du bien et du mal et aussi au-delà des apparences. Parce qu'en apparence, les prostituées sont des femmes qui se vendent et qui ne sont pas capables de donner d'amour, mais Madame Rosa est une ancienne prostituée et c'est la seule qui va donner de l'amour à Momo et à tous ses enfants abandonnés. Donc, on a vraiment ici quelque chose qui va relever de la négociation et de l'interprétation. Et à partir de ce moment-là, vous êtes dans une tâche complexe. Et cette tâche complexe fait que les élèves mémorisent, comprennent, mais au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'ils prennent vraiment, et ils vont dépasser les clichés qui sont déconstruits dans ces œuvres, et ils vont dépasser les clichés de lecture qu'on pourrait être tenté d'appliquer, en fait. Et ils peuvent compléter aussi par d'autres citations, parce que là, déjà, il y en a beaucoup, mais c'est vrai qu'on a quand même fait un tri, parce que c'est à chaque page, on peut des tas de citations, de phrases pour illustrer chacun des thèmes. Ils peuvent aussi, eux, compléter par d'autres citations. Alors, Marion parlait de Madame Rosa, mais quand on est sur le personnage de Madame Lola, c'est pareil. C'est cette générosité
et cette relation de vraiment d'amour avec et à la fin d'ailleurs c'est elle, avant qu'ils ne partent définitivement chez Madame Nadine, c'est elle qui le soutient, qui lui fait à manger, et donc ils peuvent compléter aussi tout ce travail. Voilà, et puis enfin, la dernière citation, donc être juif, c'est simplement avoir de la mémoire, évidemment, ce sont les religions, clairement. Oui, voilà. on a plus de choses dans Monsieur Ibrahim que dans la vie devant soi. Hein. Et il y a des thèmes aussi. Alors, ce qu'on peut faire aussi, je vois que Marion est figée, là, je ne sais pas, elle nous a perdu. Il y a aussi… Non, je suis toujours là. Pardon, excuse-moi, je te voyais figée à l'écran. Il y a aussi, on peut procéder aussi de façon moins touffue, parce que là, on a une foison de citations. On peut faire ça de façon aussi progressive et commencer avec 2 ou 3 thèmes et puis augmenter le nombre de thèmes, le nombre de citations pour rendre ça plus lisible peut-être pour eux et vraiment revenir à la fin, hein, sur tout ce brassage de textes, revenir sur l'histoire et compléter. Le tout étant que ça leur soit utile ensuite pour traiter tous les sujets qui pourraient tomber. Cathy, vous avez terminé? Oui, absolument. Super. Est-ce que quelqu'un qui aurait travaillé dans une autre salle voudrait mettre en commun, peut-être que vous avez choisi d'autres citations? Moi, dans la salle numéro 5, vous m'entendez? Super, allez-y. Oui. Non, juste, on a dit, je crois, à peu près les mêmes choses. Les membres de mon groupe pourront confirmer. Mais je voulais peut-être commenter quand il s'agit du 6e paragraphe de cet exemplier. Quand on parle de le paradis est ouvert à tous, on peut parler aussi de religion et de cette tolérance, de cette façon d'envisager la religion, mais d'une façon très large, avec une portée plus philosophique que religion. Et puis, non? Et dans ces mêmes exemples, quand on parle, moi par exemple, je suis philosophe, moi ça me fait penser un petit peu à ce détournement toujours qu'il a de l'utilisation des noms qui sont si amusants. Enfin, moi ça m'a beaucoup fait sourire dans la vie devant soi. Et moi, pour moi, je suis philosophe, je l'imagine, et pour moi ça colle pas très bien avec le personnage qu'on nous a décrit. Et donc ça fait un peu sourire, non, dans ce détournement Tout à toujours. Fait. Ce détournement des mots, on l'a aussi avec voilà. arabe. Hein. Arabe, oui. c'est quoi? C'est l'épicier du coin, en fait. On a le même sens de l'humour, en fait, dans les 2 œuvres. Mais ça, on peut faire aussi la liste, hein, de tous ces détournements de mots et d'expressions, parce qu'elle est très, très… il y a vraiment beaucoup dans la vie devant soi. On a une liste très, 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 très longue. Après, l'idée n'est pas d'être exhaustif, mais d'avoir balayé l'ensemble des thèmes pour qu'ils puissent aborder n'importe quel sujet, ne pas être démunis et avec des références précises et efficaces. Donc, peu importe les citations qui seront choisies, du moment qu'elles sont pertinentes en fonction du thème et bien expliquées. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Joël? Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager ce que… Oui, il y a une remarque, parfois c'est difficile que les élèves comprennent, mais je pense vraiment que si vous faites ce travail de mise en commun et que vous les mettez à 5, il y aura toujours un élève qui aura été sensible à un jeu de mots. Et parfois, ce n'est pas les plus scolaires, en fait, qui vont comprendre l'humour. C'est tellement humain, c'est tellement de la matière humaine qu'on peut être surpris dans le dialogue et la collaboration. Et certains élèves qui seraient soi-disant des cancres, en fait, vont être très sensibles à certaines formes d'humour. Bien sûr qu'il peut y avoir d'autres thèmes. Les thèmes que nous avons sélectionnés avec Laurent, ce sont les thèmes qui nous semblaient indispensables
sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse. Après, peut-être que vous aurez choisi un thème en l'appelant d'un autre terme. Au lieu de religion, de mettre tolérance. Et vous allez voir la correction que nous vous les pistes que nous vous proposons pour voir ce que nous mettons en fait derrière le thème des religions et comment ce qui nous est venu à l'esprit. Et là, parce que nous sommes en train de travailler sur des sujets croisés. Donc, nous avons cherché des sujets qui pouvaient être exploités dans l'une et l'autre des œuvres. Mais si nous avons un sujet qui ne porte que sur une œuvre, et ça c'est possible aussi, puisque tout est possible. Je ne sais pas, sur la vie devant soi, on a toute la question de la misère, qu'on n'a pas ici, par exemple, abordé, mais il pourrait y avoir un sujet qui serait décroché un peu de cette question de l'amitié intergénérationnelle, mais c'est quand même un thème qui est au cœur du texte, au cœur du livre. C'est un exemple, mais il y a aussi des sujets qui sont pas, des thèmes qui se prêtent pas à un sujet croisé que nous avons décidé donc de ne pas inclure dans cette liste. Pardon, est-ce que quelqu'un a encore envie de partager quelque chose sur cet exercice? Sinon, je vous propose, comme on est pressé par le temps, donc je vous propose de faire quand même une petite pause. C'est nécessaire ou pas? Oui? Peut-être 5 minutes, du coup, parce qu'il nous reste quand même pas beaucoup de temps. Et puis, donc, il est 19h13, on revient allez, à 19h18, 18h20. Comme ça, on aura le temps de vous partager ce qu'on a fait avec Laurence. Voilà, donc on a le tableau que vous avez fait, vous, pendant cette activité avec les trois colonnes, et donc un code de couleurs. Et nous avons, pour les 2 œuvres, utilisé ce code de couleurs pour toutes les citations ou pas. Donc, voilà un exercice que vous pouvez terminer avec vos élèves. Compléter ce tableau avec les citations d'Émile Ajar parce qu'elles ne sont pas dans le tableau. Donc, alors là, voilà un exercice que nous pouvons vous proposer avec vos élèves. Donc, proposer plusieurs sujets et sous forme de tirage au sort, les élèves prennent un sujet, l'analysent et le présentent oralement. Le travail à l'oral est un travail intéressant pour ensuite passer à l'écrit parce que souvent, et en groupe aussi, travail de collaboration, ça permet d'envisager tous les aspects du sujet et de devoir donc argumenter, négocier pour arriver à cerner la problématique et ensuite on peut leur proposer de faire une pluie d'idées qui peut être en groupe ou pas. Tu veux parler de cet outil, Marion? Moi, je ne le connais pas très bien. Alors oui, en fait, vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle WooClap, qui est gratuit, et avec leur téléphone, donc vous créez un nuage de mots et les élèves participent en fait. Vous loguez, c'est un peu comme Kahoot, vous loguez avec un numéro et à ce moment-là apparaît sur l'écran, vous vidéo projetez l'écran de votre ordi et vous voyez apparaître tous les mots en fait qui leur viennent à l'esprit en fonction de tels mots-clés que vous auriez pu analyser dans le sujet. Et ça permet en 3 minutes top chrono d'avoir une vision très globale et de mettre en commun avec vraiment efficacité pour la recherche d'idées. Donc, je vous incite à aller, vous le trouvez en ligne, cette appli, la WooClap. C'est très facile de prise en main et ça permet aussi de faire d'autres choses, mais notamment pour la pluie d'idées, c'est extrêmement efficace. Et ça se fait avec leur téléphone hyper rapidement. L'idée de différencier les tâches pour travailler sur les sujets d'essai, c'est toujours la même, c'est de mettre en commun et d'être plus efficace. Donc, pour les corrections, on va passer directement à la diapo suivante.
Donc, les 3 sujets que nous avons sélectionnés pour vous sont les suivants. Madame Rosa et Monsieur Ibrahim font-ils figure d'autorité pour les 2 héros? En quoi l'amitié qui unit les 2 personnages principaux est-elle indispensable à leur évolution? Quand on a fini le livre, on a bien ri, mais on regarde la réalité d'un autre œil. Donc, voilà, on peut les reprendre. Voilà. Donc, pour le premier. Donc là, on vous propose l'analyse des mots-clés. Merci. Donc, effectivement, hein, c'est ce que disait notre collègue de revenir à la définition. Hein, c'est toujours important. Voilà, les 2 mots. Hein, donc, d'un côté, autorité, de l'autre, ensuite, figure. Alors, évidemment, les élèves n'ont pas de dictionnaire. Hein, ils ne peuvent pas aller chercher ces termes-là dans le dictionnaire le jour de l'épreuve. Il n'empêche que de les entraîner à cet exercice va au moins leur donner un bon réflexe lorsqu'ils vont découvrir le sujet, c'est de véritablement aller aux mots-clés et bon, finalement, même s'ils n'arrivent pas à la définition du dictionnaire, aux différentes acceptions du mot, ils vont quand même trouver hein, l'élément essentiel qui va leur permettre, en utilisant leurs propres mots, qui va leur permettre de traiter le sujet à partir des mots-clés. Donc, voilà, donc toutes ces activités qui vous sont proposées, vous pouvez les faire avec vos élèves. Donc, avec ici, on vous propose différentes pistes de plans. Donc, ici, il y a une réponse par oui ou non. Hein, c'est ce qu'on disait précédemment, cette question de est-ce qu'ils font figure de héros, un plan dialectique. Alors, à chaque fois, c'est la même chose, hein, oui, mais ou non, cependant. Et pour ce sujet, donc, il est peut-être plus adroit de commencer par non. Je te laisse commenter le plan, Marion. Oui, alors, donc l'idée, c'était de leur montrer qu'on peut aussi commencer par le non. Et ce qui est en bleu pâle, en fait, bleu ciel, ce sont les différentes acceptions du mot autorité que l'on fait varier pour nourrir la réflexion. C'est-à-dire que c'est à partir de la définition initiale du mot autorité que les idées vont surgir et s'organiser en fonction de ce plan dialectique. Donc là, la première occurrence du mot autorité est à prendre au sens de pouvoir légal, parce que Madame Rosa et Monsieur Ibrahim n'ont pas de pouvoir légal sur eux, en tout cas, ce ne sont pas leurs parents. Ensuite, ils ne sont pas respectables. On a un petit épicier puis une ancienne prostituée misérable. Et puis, surtout, les héros ne respectent aucune autorité. Ce sont des adolescents en crise contre l'école, contre la société, etc. Je passe à la diapo suivante. Deuxième idée. Donc, on est dans un plan dialectique. Donc, on passe à l'autre idée. Cependant, il y a une évolution, c'est-à-dire que cette autorité ne va pas prendre le visage d'un légal, mais Madame Rosa et Monsieur Ibrahim vont bien servir de repère pour les héros. Ils remplacent économiquement les parents des missionnaires, puisque Madame Rosa, à un moment donné, n'est plus payée, mais elle garde Momo. Monsieur Ibrahim laisse Momo le voler. Affectivement, on voit à quel point, en fait, ils vont remplacer les parents. Et puis, moralement, ce sont des figures d'autorité religieuse pour Monsieur Ibrahim, et puis on a également Madame Rosa qui sert de figure maternelle, en fait. Pardon, excuse-moi. Ensuite, pour le grand 3, là, on a un dépassement. Dans le peu de mots qui sont impartis, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à cette idée-là, c'est pour leur montrer jusqu'où ils peuvent aller. Donc, c'est leur fragilité même qui confère à Madame Rosa et à Monsieur Ibrahim leur autorité, leur pouvoir de séduction sur les 2 héros. Oui, l'initiation morale, tout à fait. Ce sont des personnages en demande. Donc là, on bascule dans l'idée que cet amour et cette amitié est réciproque. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement Monsieur Ibrahim qui donne de l'amour à Momo, c'est Momo qui également va permettre à Monsieur Ibrahim de dépasser en fait sa solitude, de combler son isolement.
Pareil, Madame Rosa, en fait, est traumatisée et la relation qu'elle entretient avec Momo va lui permettre de mieux vivre, en fait. Ensuite, on a l'idée que ce ne sont pas seulement des héros, mais c'était des anti-héros qui deviennent des héros grâce à Monsieur Ibrahim et Madame Rosa en les aidant. Et puis, en fait, la mort des deux personnages, de Madame Rosa et de Monsieur Ibrahim, va permettre aux héros de devenir adultes. Donc, d'accéder à une autorité, en fait. On peut passer à la suite? Oui. Alors ensuite, le deuxième sujet, donc en quoi l'amitié qui unit les deux personnages principaux est-elle indispensable à leur évolution? Donc, toujours la même démarche, hein, analyse du sujet. Ici, nous avons une question ouverte avec, donc là, nous n'avons plus un plan dialectique, mais un plan thématique. Nous pouvons reformuler la question. Et donc, l'amitié, l'union, hein, des deux personnages évolue dans les deux textes entre le début et la fin de l'histoire. On a bien une rencontre et dans La vie devant soi, le narrateur, hein, Momo, revient au moment où il a rencontré Madame Rosa. Je devais avoir 3 ans quand j'ai vu Madame Rosa pour la première fois. Donc, dans l'une et l'autre des histoires, on part du départ de cette rencontre qui va être déterminante pour l'un et l'autre, et le fait que petit à petit, ils apprennent à se connaître, à se comprendre, à s'aimer, partagent des moments qui sont des moments intenses dans l'un et dans l'autre des textes. Et dans La vie devant soi, par exemple, vous aurez vu que dans un grand nombre de citations, il y a le mot « main ». Les personnages se rapprochent physiquement l'un de l'autre, se tiennent par la main, se prennent par la main, et ça, c'est vraiment symbolique, hein, le fait qu'ils se tiennent et qu'il y ait cette union et cet amour filial qui se dessine peu à peu. Et pour Momo dans Monsieur Ibrahim, c'est la même chose, hein. On voit bien qu'il se détache qui s'attache, on va dire, progressivement que Momo s'attache progressivement à Monsieur Ibrahim. Donc, on est bien dans une évolution, un parcours initiatique. Ils vont grandir et ils se construisent leur identité sur cette relation, hein, sur la relation qu'ils entretiennent avec Monsieur Ibrahim d'un côté et Madame Rosa de l'autre. Et il y a peut-être une différence, hein, entre les deux, c'est que peut-être que dans La vie devant soi, on a l'impression que Madame Rosa apprend aussi beaucoup, hein, de Momo. C'est vrai également, hein, dans Monsieur Ibrahim, mais finalement, c'est dans les deux sens que cette évolution a lieu. Ils construisent leur identité et ce n'est que grâce à eux que finalement, ils survivent à la misère. Ce sont deux enfants qui sont en marge, hein, de la société et qui pourraient sombrer, et ils ne sombrent pas grâce à ces deux personnages de Monsieur Ibrahim et de Madame Rosa. Même dans Il y avait 2 idées qui ont été ajoutées, mais qui sont dans la même lignée, hein, indispensables, parce que effectivement, il y a un traumatisme qui est le traumatisme d'Auschwitz pour Madame Rosa, qui est très clair, qui est le traumatisme de l'abandon pour les 2 enfants. Il y a également le traumatisme de la déportation des parents du père de Momo dans Monsieur Ibrahim. Donc, on retrouve la même thématique, et le père de Momo, en fait, se suicide sur la voie ferrée, en fait. Et Monsieur Ibrahim souligne cet aspect symbolique en disant à Momo, sans doute, il ne s'est jamais remis, en fait, lui, de la culpabilité d'avoir survécu.
Donc, on a des thèmes très, très, vraiment, effectivement, chargés d'histoire hein, qui sont présents. Et cette idée de la dignité humaine que redonnerait le partage et l'amour qu'on trouve en acceptant l'autre et en allant vers l'autre est importante, comme le soulignait Nouria. Et alors, je te laisse commenter le plan détaillé. Donc ça, c'est juste une reprise. Une fois qu'on a... L'idée était d'insister, le premier sujet était vraiment un sujet avec des mots-clés qu'il fallait définir de façon très rigoureuse et variée, s'appuyer sur la polysémie des mots, ici notamment du mot autorité. Ici, c'était un sujet qui demandait une reformulation, c'est pour ça qu'on a mis en violet expliquer, et pour vraiment comprendre ce qui se cachait derrière le mot uni et puis le terme d'évolution. Et puis, donc, là, c'est une proposition de plan en 3 parties que je vous laisse découvrir. En fait, il n'y a rien de nouveau, hein. C'est juste une reprise et une mise en forme de ce que nous avons reformulé. On a l'idée de tolérance, en fait, qui est essentielle, qui apparaît à la fin. Alors, donc, oui, c'est ça, l'altérité et accepter l'autre, la tolérance. C'est cette dernière idée qu'on mettait en fin de plan détaillé. Un sujet que nous aimons bien parce qu'en fait, il aborde vraiment un certain nombre de thèmes clés et peut-être plus implicites de l'œuvre. Là, c'est une citation, donc il n'y a pas de question. Donc, on est obligé de reformuler, de trouver quelles sont les tensions de ce sujet. Alors, on pourrait imaginer que ce sujet qui donc part d'une citation, la citation d'un journaliste, d'un critique, serait accompagné d'une question. Hein. Souvent, c'est ce qui se passe. Mais en le donnant comme ça tel quel, on invite aussi nos élèves à trouver justement la question qui se cache derrière cette citation. Donc, on revient sur ce qui a déjà été abordé précédemment, les différents types de comiques et des situations donc, qui sont au départ des situations pathétiques, hein, des situations où on voit la souffrance des deux enfants et la mort des deux parents de substitution. Est-ce que pour autant on en rit et de quel genre de rire s'agit-il? Donc voilà, on a déjà évoqué cette question, hein, la question de l'humour noir, justement pour arriver à cette idée de parcours initiatique, de catharsis, de résilience. C'est ce qui permet, hein, le rire permet de surmonter cette tragédie, ce traumatisme. Voilà, merci. Donc, alors, la question du pronom, hein, on regarde la réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière ce on? Donc, nos personnages, nos héros, mais également les lecteurs. Hein, et donc, est-ce que nous avons ici des fictions qui sont réalistes, qui relèvent de la réalité là, et qui, en tous les cas, qui ont un rapport avec la réalité, certainement. Alors, le « on » ici ne relativise pas, contrairement à ce que je viens de voir dans le chat. En fait, vraiment, le « on » permet de généraliser. Voilà. Et je crois là, eh bien, on revient sur ce que nous disions aussi précédemment, hein, sur la question des apparences, hein, la question de l'apparence et des préjugés aussi, de la morale habituelle. Donc, c'est une lecture qui nous transforme, hein, qui nous impacte, qui nous change, qui nous transforme. Donc, des lectures, oui, engagées, des œuvres engagées.
L'idée étant là, même si on a peu de mots, de ne pas réduire, en fait, de ne pas fossiliser les œuvres et de bien les envisager dans leur complexité et leur humanité, parce que c'est ça qui fait l'intérêt de ces deux œuvres. Et qui les rendent aussi, je pense, un peu intemporels. Bon, dans la vie devant soi qui date de 1975, je pense qu'on la lit, même si les choses ont évolué, on n'a pas les mêmes réalités, on a la même impression en terminant cette lecture. Et vraiment, l'idée, c'est quand on a fini le livre, c'est-à-dire que c'est comme dans une fable de La Fontaine, il y a une morale, il y a une leçon à tirer. En fait, il y a vraiment un message qui n'est pas énoncé de façon sous forme d'idée, hein, qui est incarné dans les personnages, mais ce message est extrêmement fort. Et quand on écoute des interviews d'Éric Emmanuel Schmitt, puisqu'il est toujours vivant, hein, eh bien, on se rend compte à quel point, en fait, il œuvre pour la tolérance, et notamment pour le multiculturalisme, et à quel point, justement, M. Ibrahim, qui est un soufi, en fait, et qui est donc un musulman, lutte contre, finalement, les assimilations de la religion musulmane aux islamistes, en fait, et aux intégristes. Et pour la vie devant soi, c'est pareil, puisque la dernière phrase, c'est « il faut aimer ». Voilà. On termine sur une proposition très, très simple, hein, mais très, très efficace. Et c'est cette leçon de tolérance et d'amour sur laquelle se termine le roman. Il faut aimer. Donc, et le fait que Moïse se fasse appeler Mohamed, il y a une sorte de syncrétisme des religions qui montre à quel point, en fait, peu importe la religion, du moment qu'elle vous permet de vous élever et de partager avec autrui, hein, et de le reconnaître en le respectant. Tu peux passer à la suite? Alors, oui. Voilà la fameuse intro sur laquelle on a galéré, plus ou moins. Donc, au début, elle faisait 300 mots. Si vous voulez, on vous met la version initiale. Et donc, là, l'idée est de donner l'introduction et que les élèves puissent faire un plan détaillé et qu'ils proposent des exemples. Donc, on vous la lit. Il y a environ 100 mots sans compter la citation, je pense. Et donc, on pourra vous mettre, si vous le souhaitez, la version plus longue. C'est un exercice que vous pouvez faire avec les élèves, leur montrer comment écrire quelque chose d'efficace. Il faut aller à l'essentiel. Donc là, comme c'est un sujet croisé, en plus, on est encore plus limité. La vie devant soi d'Ajar et M. Ibrahim et les fleurs du Coran de Schmitt sont deux romans qui racontent la vie d'adolescents en souffrance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On présente les thèmes. Oui, alors, excusez-moi, le sujet, bien sûr, c'est le sujet, vous allez le reconnaître, en fait, on vous a donné les 3 sujets d'essai. C'est toujours quand on a fini de lire le livre, on a bien ri, mais on regarde la réalité d'un autre œil. Il est indiqué, en fait, le sujet est repris en plus. Oui, pardon. Rien de très drôle dans le parcours des deux Momo, abandonnés par leurs parents. Pourtant, l'amitié de Mme Rosa et de M. Ibrahim leur permet de rire et de prendre de la distance. Ainsi, comme le souligne Jacques-Pierre Hamet, quand on a lu le livre, on a bien ri, mais on regarde la réalité d'un autre œil. Nous verrons tout d'abord en quoi ces deux romans sont comiques, puis nous préciserons le rire si particulier qu'ils font naître pour comprendre enfin comment ils changent notre regard. Donc là, c'est bien une introduction dans laquelle on reprend les termes du sujet. On précise, quand on a bien ri, on interprète en disant que ce sont bien des romans qui sont comiques. Puis, on précise que le rire est particulier. On aurait pu dire tout de suite l'humour, etc. Mais on va le donner, en fait, on économise les mots et on annonce de façon générale pour ensuite le développer dans le plan. Et puis, pour comprendre enfin comment il change notre regard. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On regarde la réalité d'un autre œil qu'on reformule. Donc, il n'y a pas de problématique puisqu'on a reformulé le sujet et qu'il est bien décomposé en 3 temps pour répondre à la question proposée.
Voilà, donc ça c'était un exemple hein, d'introduction, non pas un modèle, mais c'est un exemple d'introduction et l'exercice auquel nous sommes confrontés pour réussir à tenir hein, dans 100 mots, étant donné que c'est vraiment le maximum, puisqu'on a un essai de 300 mots, plus ou moins 20%. Il faut vraiment être très, très synthétique. C'est une des gageures de cet exercice. Donc là, l'accroche, pour répondre à votre question, Sophie, en fait, c'est juste une présentation très rapide de deux romans. Oui, Raconte je vois bien. l'adolescent en souffrance, et puis ensuite, on resserre tout de suite sur le sujet. C'est-à-dire que rien de très drôle dans le parcours des deux Momo, abandonnés par leurs parents. Là, on resserre tout de suite sur le sujet. Il y a quelqu'un qui dit que 10 lignes, c'est encore beaucoup. Je pense qu'avec un tel sujet, en fait, on est obligé, si vous ne cadrez pas bien l'approche dans l'intro, ça va être un devoir bancal et on ne saura pas dans quelle direction l'élève va. Mais voilà, c'est vrai que c'est le maximum, mais avec un sujet pareil, effectivement, on peut difficilement faire l'économie d'autres éléments, parce qu'on a vraiment essayé, hein, on a essayé au maximum de réduire la longueur de cette introduction, mais il arrive un moment où si on enlève trop d'éléments, ça n'a plus de sens non plus. Donc après, il s'agit de jongler un petit peu. L'introduction va être plus courte et puis d'essayer en tous les cas de faire un devoir qui va être équilibré après dans le développement entre les différentes parties, sachant qu'à chaque fois les citations ne sont pas comptées, ne comptent pas hein, dans le comptage des mots, on ne compte pas les citations. Donc ça permet quand même de développer chacune des parties. Mais si on est sur une introduction sur une seule œuvre, ça peut être plus facile que sur les deux œuvres. Vous verrez que si on vous donnera la première proposition, la première introduction que Marion avait rédigée, moi j'avais fait la deuxième à partir d'une première introduction qui était aussi plus compliquée, on va dire, et puis finalement on est arrivé à celle-ci qui était le meilleur compromis possible pour un sujet pareil. Alors, dans le chat, j'ai une remarque. Apparemment, cet exercice ne répond pas du tout à la méthodologie exigée aux élèves par le programme. Est-ce que, Laurence, tu trouves que ça ne répond pas à la méthodologie exigée? Pour l'essai Si, dans l'introduction, là, je ne vois pas. Est-ce que la personne peut prendre la parole pour qu'on puisse parler? Peut-être ça va aller plus vite. Non? C'est Anna, je crois, mais je ne sais pas si elle est encore connectée. En fait, l'introduction, elle est toujours en 3 étapes. Hein. On a toujours une amorce, une approche, une contextualisation. Bon, ça peut être différentes façons. Ensuite, on amène la problématique ou la question et puis on annonce le plan. Il n'y a rien de… C'est ce qu'on… C'est ce qui était quand on vous a repris les consignes en violet au tout début. C'est exactement ça qui est demandé. Hein. On vous demande bien une introduction et un développement et une conclusion. Mais dans l'introduction, en fait, il faut bien qu'à un moment donné, vous posiez le sujet et que vous annonciez le plan. Hein. Là, on est dans l'essai. Hein. Donc, je peux me permettre d'intervenir à nouveau? Oui. Par rapport à cette introduction d'essai, une introduction de rédaction, elle serait comment? Puisqu'il y a bien toujours les 3 parties d'amorce, problématique et annonce du plan. Mais elle serait formulée comment l'amorce pour que ça prenne un caractère plus rédaction, puisqu'on doit annoncer son point de vue? Hormis le jeu, hormis l'utilisation du jeu. Bon. Alors, quand on est dans la rédaction, on peut partir sur donc contextualisation. Alors, souvent, les élèves commencent par de nos jours. Hein, c'est vrai, et ils partent. C'est vrai. On n'est pas obligé de partir de nos jours, mais on part d'un constat,
de faits pour arriver à une question et poser la question. Alors là, après, dans la rédaction, il y a deux écoles, on va dire, hein, parce que pour certains, il faut annoncer le plan, pour d'autres pas. Bon, on est sur un texte qui est encore plus réduit. On peut ne pas annoncer le plan. Mais en tous les cas, la contextualisation, l'amorce, c'est on amène la question. Ça peut être aussi, on amène la question par la définition du mot. Je ne sais pas si on a un sujet sur la famille, on peut partir de la définition du mot. Même, on peut, si les élèves le connaissent, on peut revenir, je ne sais pas, à l'étymologie du mot. Il y a certains mots, alors on ne va pas leur demander pour tous les mots, mais il y a des mots dont ils connaissent l'étymologie et on peut partir d'un constat. Et ensuite, donc, ce qui m'amène à poser la question, mais on ne peut pas dire ça comme ça, puisque comme on doit donner son point de vue personnel, on sait automatiquement, ça sera le point de vue. On pose la question, donc après, on aura le point de vue qui va… Le point de vue est déglosser dans toutes les parties de la rédaction au fur et à mesure du développement, ou est-ce qu'il doit être annoncé seulement en conclusion? Non, tout au long du développement, le correcteur doit, de façon explicite ou implicite, deviner l'opinion de l'auteur du texte, du candidat. Donc, ça peut être disséminé petit à petit au fur et à mesure des arguments qu'il avance. Ce n'est pas obligé qu'il attende la fin et que la conclusion, en même temps, il donne son opinion. La conclusion synthétise, donc on revient sur… Oui, ça reprend, mais il ne doit pas attendre la conclusion pour donner déjà son avis. Il peut déjà le dire au fur et à mesure. Au fur et à mesure, oui, bien sûr. Oui. Il démontre par les arguments qu'il avance et les exemples qui illustrent ses arguments, déjà quel point de vue il adopte. Mais il peut le dire textuellement, selon moi, d'après moi. Bien sûr. Oui, ça oui. D'accord. Oui. Il y a quelqu'un qui, dans le chat, avance qu'on n'a pas besoin d'annoncer le plan dans la rédaction, dans l'intro de la rédaction. Ah oui, c'est ce que je disais. Parce qu'en fait, là, quand on travaille là avec des professeurs qui viennent de toutes les communautés et on travaille à niveau national, je dirais. Donc, mais après, quand on travaille par communauté, on se met d'accord sur la façon dont on va procéder parce qu'en fait, nos candidats vont être corrigés par des correcteurs qui appartiennent à cette communauté. Donc, il faut qu'on soit sur les mêmes critères et il faut qu'il y ait une harmonisation. Donc, on se met d'accord et c'est vrai qu'il y a deux écoles. Il y a certains qui pensent qu'il faut annoncer le plan et qu'on n'annonce pas le plan pour la rédaction. Pour d'autres, nous, par exemple, en Catalogne, on a décidé qu'on n'annonçait pas le plan dans la rédaction. Mais ça peut être de façon différente ailleurs. Le tout étant que les candidats ne soient pas pénalisés ensuite pour qu'ils l'aient fait ou qu'ils ne l'aient pas fait.